de demain est un scénario réalisable, réaliste surtout. Une très belle affiche avec des très beaux intervenants vont arriver sur cette scène animée par Laurent Meillot, voilà, très en forme et qui va prendre le relais pour cette table ronde. Bonjour Laurent. Bienvenue et bienvenue aux intervenants. Je vous laisse place pour cette table ronde sur l'hydrogène. Merci Fanny, merci à tous. Oui, merci Fanny, merci, bonjour à tous. Je vais donc demander aux intervenants de nous rejoindre. Donc Valérie Blondel-Portela, Jean-Luc Brossard est ici, Stéphane Herz de Toyota est avec nous, Christophe Auffrère de Faurecia, Mathieu Gardy des taxis IP. Nous avons en ligne, en visio, également Marc Perraudin de Plastic Omnium. Je crois que je n'ai oublié personne. Bonjour, comment ça va Marc ? Je le vois sur l'écran de retour. Il est là, tout va bien. Bien, comme on a pris un petit peu de retard, on va essayer de pas durer trop longtemps, mais on va bien prendre au moins une petite heure pour vous expliquer ce qui se passe dans l'hydrogène, parce qu'on n'est pas là pour dire dans combien de temps arrive l'hydrogène, parce qu'en fait l'hydrogène il est déjà là. Il y a déjà des camions qui circulent, il y a des voitures, il y a des stations, et ça va aller de plus en plus fort. Je précise que Stéphane Herbst comprend le français, mais on parlera anglais tout à l'heure. Merci en tout cas d'être là, on est très contents. Et on va commencer par parler d'Europe. Nous avons l'ex-président d'Hydrogène Europe. Mais elle a beau être ex-présidente, en fait, tout le monde considère qu'elle est encore présidente. Et elle parle couramment l'eurocrate. Elle connaît très bien les arcanes de Bruxelles et c'est décrypté comme pas une. Ce qui se prépare donc dans les arcanes de la Commission. Et on va parler de Fit for 55, ce fameux paquet européen. Alors, tout le monde sait ici qu'en 2035, il n'y aura plus de moteur thermique. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a quand même une obligation derrière, ne serait-ce que pour les stations d'hydrogène, par exemple. Valérie. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas revenir sur ce que Marc a très bien présenté sur un de ses slides, sur l'impact de Fit for 55 pour le marché de l'automobile notamment. En revanche, il y a des éléments clés. Et un des éléments, c'est ce qui jusqu'à maintenant s'appelait la directive pour les alternatives fuel, qui devient une réglementation. Et ça, je le dis souvent en ce moment, mais c'est un game changer. C'est un game changer parce que ça va imposer aux États membres, dès que cette regulation sera votée, de l'appliquer dans leur texte de loi. Jusqu'à maintenant, une directive... Ça va faire plaisir aux pays de l'Est, eux qui étaient déjà en retard pour les bornes. Oui, même l'hydrogène, ils vont devoir y aller en fait. Alors, ils vont devoir y aller, c'est-à-dire toutes les carburants alternatifs, que ce soit le gaz, que ce soit la batterie, que ce soit l'hydrogène. Donc, on est neutre technologiquement. En revanche, tout le monde doit contribuer à cet effort de déployer ces infrastructures de recharge. Ça a été mentionné tout à l'heure qu'il y avait un petit problème sur l'accélération du déploiement des bornes. Donc, c'est une obligation pour les États membres de prévoir. Ensuite, c'est à chaque État membre d'être ambitieux. La logique voudrait que la France, par exemple, reprenne les différents objectifs qui sont dans les différentes annonces, que ce soit côté hydrogène ou côté batterie, pour être en cohérence avec les stratégies nationales, les subventions qui ont été mises sur la table et les objectifs de déploiement des infrastructures. Ce qui est aussi important, c'est qu'il y a des ambitions qui sont marquées sur le déploiement de la mobilité hydrogène. Donc, avec une application en 2030, ça peut changer. On va essayer d'anticiper pour que ce soit dès 2025. Et à ce stade, on est plutôt sur une obligation d'implantation de stations, alors des stations quand même assez conséquentes, qui ont la capacité de délivrer 2 tonnes jour, tous les 150 km sur les principaux axes routiers. Et last but not least, vous avez également au niveau des organismes bruxellois qui mettent beaucoup d'argent sur la table, c'est-à-dire le CEF, Connecting Europe Facilities, qui aujourd'hui met plusieurs milliards pour financer le développement de ces infrastructures. Il y a une grosse pression qui est mise sur l'hydrogène aussi. Merci. Alors on va demander aux constructeurs, parce qu'en fait on a 2 constructeurs qui sont représentés, enfin même plusieurs, parce que Jean-Luc Brossard c'est la PFA, donc c'est à la fois Stellantis et Renault, mais puisqu'on a quelqu'un qui vient de... Oui, et Toyota France. Qui a rejoint la filière automobile cette année. Il est multicasquette, c'est incroyable. Puisqu'on a en fait Toyota Motor Europe, je vais quand même lui demander ce qu'il pense de tout ça. So, Stéphane, we can see that Europe is pushing towards high. Alors Stéphane, on voit que l'Europe met de l'argent, c'est une bonne chose pour vous? Oui, tout à fait, c'est une bonne nouvelle. Et comme on a parlé, Fit for 55, c'est une bonne direction. On a besoin de décarboner, mais très clairement,
ce n'est pas les OEM qui décident, c'est les clients en fin de compte. Et il faut avoir le niveau le plus haut acceptable pour le client. Donc, est-ce qu'il y a plus de voitures à batterie au nord et en tant qu'Europe, on doit faire ça tous ensemble. Donc l'acceptation par les clients est très importante pour nous. Ce qui est actuel dans les régulations d'infrastructures n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif de 1935. En fait, c'est une organisation qui valorise la technologie de l'amirail, mais pour le bus, le camion, plein d'autres moyens de transport, on en parlera un petit peu plus tard. Jean-Luc Brossard, donc Toyota, Stellantis, Renault, n'oubliez personne, Lada, non pas encore. Non, je plaisante. Les constructeurs français. Oui, au niveau réaligner en constructeur. fait leur plan. Bon, on sait que pour l'électrification, c'est à fond les ballons en ce moment, y compris ici d'ailleurs en région Hauts-de-France. Mais il y a l'hydrogène également, et les deux constructeurs français sont sur ce créneau. Oui, en ce moment. comme l'a bien précisé Valérie, Fit for 55 en fait donne un objectif, une accélération nécessaire en fait sur la décarbonation des véhicules. Donc si on regarde les modèles que l'on fait tourner, on ne va pas se battre, parce que ça a été dit aussi ce matin au niveau d'IHS, mais on voit que dès 2030, pour respecter moins 55% des émissions en 2030 par rapport à 2021, il va probablement falloir entre 60 et 70% de véhicules électriques ou à batterie ou rechargeables ou à hydrogène. Et donc c'est un changement relativement fort. Il est très important en fait dans cette démarche de regarder en fait les usages, comme on dit, c'est les clients qui y a, mais il y aura quand même les constructeurs qui vont faire des offres. Et on a vu ce matin dans les différentes présentations que les offres, en particulier celles de IHS, les offres constructeurs vont s'orienter très rapidement dès la fin de la décennie vers des offres dédiées à l'électrique. Et donc il y aura une part très très importante du véhicule électrique pour atteindre ces 60%. Par contre, le véhicule électrique ne compensera pas tous les usages dont on aura besoin, et en particulier les usages très intensifs qui nécessitent ou des remplissages rapides ou des longues distances. Et donc, à ce moment-là, pour avoir un véhicule zéro émission qui soit capable de faire des usages intensifs, l'hydrogène est très très bien placé. Alors, les constructeurs automobiles français se sont positionnés plutôt dans une démarche où en fait il y avait 3 segments qui étaient privilégiés, donc les véhicules utilitaires légers, les bus et les camions, pour des raisons de facilité d'intégration. On pourra peut-être revenir dessus plus tard. Mais donc, on se positionne sur ce sujet-là. Alors, la deuxième chose qui est importante, c'est la directive sur l'infrastructure. C'est ce qu'a dit c'est quand même rassurant pour un industriel qui lance des véhicules de savoir qu'ils Tout à fait. pourront être ravitaillés. Alors déjà sur l'électrique, si vous avez lu les nouvelles évolutions de la directive, en fait, on va changer le thermomètre. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler en nombre de stations de recharge dans le domaine public, on va parler en kilowatts par véhicule électrique vendu et en kilowatts par véhicule hybride rechargeable vendu, et avoir un minimum de 60 km entre 2 stations. Donc ça donne, en pratique, ça va donner les mêmes résultats. C'est-à-dire pour l'électrique, ça veut dire qu'il va falloir, si on prend l'exemple en France, entre 500 000 et 700 000 bornes de recharge électriques. Et donc, dans les deux cas, si on fait par le besoin en énergie en fonction des usages, qu'on le fasse par la nouvelle règle européenne ou qu'on le fasse exactement, c'était de toute façon beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, un coef 10 entre 2021 et 2030. Et pour l'hydrogène, c'est le même ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on se rende entre 800 et 1000 stations hydrogène pour faire rouler les voitures qu'on proposera de mettre sur le marché à cet horizon-là. Merci. On va s'intéresser aux équipementiers puisque nous avons en ligne Marc Perrodin de Plastic Omnium. Comment avez-vous accueilli donc ces annonces de la Commission européenne et qu'est-ce que ça ouvre comme perspective de business pour vous, puisque Plastic Omnium a fait le choix, comme Faurecia d'ailleurs, d'aller sur l'hydrogène avant même que les constructeurs français finalement ne précisent leur stratégie. Bonjour Laurent. Merci pour votre question. Merci de m'accueillir virtuellement aujourd'hui, même si je regrette de ne pas être avec vous. Très importante, ces annonces, et très structurelles. Je pense que ce que Valérie, Jean-Luc viennent de commenter en particulier sur le déploiement de l'infrastructure, c'est vraiment quelque chose de structurant pour nous. On est dans l'hydrogène depuis plusieurs années maintenant et pour la plupart d'entre nous dans le mode développement de produits et technologie et ingénierie. Les années qui sont devant nous sont vraiment des années d'industrialisation et pour accompagner l'industrialisation, le déploiement de l'infrastructure est clé. Je pense que mon confrère Christophe Auffrère dira la même chose. Notre objectif à nous maintenant, c'est de passer à la mass production et au volume.
Donc les étapes, on va en reparler, je pense, dans la matinée. C'est ce qui est important, c'est de regarder quelle est la dynamique qui va s'installer. Sans doute d'abord des applications commerciales, des applications à haute intensité, comme le disait Jean-Luc à l'instant. Mais en tout cas, dès que l'infrastructure se met en place, un mouvement global de l'industrie, des donneurs d'ordre que sont les constructeurs pour nous, de tout un tas d'intégrateurs aujourd'hui qui sont très dynamiques et qui dynamisent la filière hydrogène. Et puis pour nous, les équipementiers à vocation industrielle, la mise en place des premières usines de production. C'est le cliquet qu'on est en train de passer depuis l'année dernière. Et je dirais que les 2-3 années qui sont devant nous sont vraiment structurantes et sont complètement emmenées par la dynamique des régulations qui sont mises en place. Merci Marc. Christophe Auffrère pour Forestia, donc pareil j'imagine, satisfaction? Oui, c'est pareil que ce que disait Marc. Effectivement, là, maintenant c'est le passage à l'échelle qui nous intéresse. Hein, donc on est tous en train d'avoir des plans effectivement d'usines plus performantes. On veut baisser, on veut diviser les prix de nos composants entre 4 et 6, hein, divisé par 4 à 6, donc c'est très important. Pour revenir aussi sur Fit for 55, on n'a pas parlé des camions, mais l'année prochaine aussi, ça va être discuté aussi. Voilà, et on va avoir certainement les mêmes objectifs. Donc effectivement, on est dans cette dynamique-là, hein, où il y a aussi des supports européens, on en parlera aussi tout à l'heure, qui nous permettent aussi de déployer les composants hydrogène et de baisser les coûts et d'optimiser la qualité et la sécurité de nos composants. Donc on est complètement aligné avec Plastic Omnium. Et Valérie Buyon-Delporte, puisque vous êtes Michelin également, en plus de parler l'Eurocrate, elle parle l'Auvergnat également. Non, blague à part, en fait, on sait que Michelin est co-actionnaire de Symbio, donc au niveau de la pile à combustible, et c'est aussi de l'industrialisation made in France, il faut le rappeler. Alors oui, Michelin est co-actionnaire aux côtés de Forestia dans Symbio. Hein. Michelin, dès 2014, est entré au capital de Symbio, parce qu'il a perçu que la pile à hydrogène, la pile à combustible, pouvait aussi apporter un complément de réponse technologique dans l'électrification des véhicules. Alors, premier axiome, il ne faut pas opposer les technologies. On a besoin des deux. On voit même que sur certaines plateformes, d'ailleurs, on est sur de l'hybridation avec de la batterie et de l'hydrogène. C'est le choix notamment qu'a fait Stellantis. Christophe parlait de passage à l'échelle, d'industrialisation. Ben, c'est aussi l'ambition de Symbio, puisque leur objectif, c'est de devenir un des leaders mondiaux à l'horizon 2030 avec une production annuelle de 200 000 piles à hydrogène par an. Alors, tous autour de la table, vous avez entendu parler vous connaissez bien sûr les fameux IPCEI, donc les fameux projets d'intérêt commun européens. Ça a été le cas pour la batterie, hein, avec la Battery Alliance. En ce qui concerne l'hydrogène, on sait qu'aujourd'hui, il y a 120 dossiers, c'est ça, qui vont être déposés au niveau de la Commission, et donc 15 français. Est-ce qu'on a des indications sur qui a été choisi? Est-ce qu'il y a des industriels français dans l'automobile, par exemple, dans le lot? Alors, il va falloir... Non, c'est une question... Je suis très à l'aise pour répondre, Laurent. Oui, on les connaît. Non, on ne donnera pas de nom. Ce n'est pas à nous de donner les noms, c'est à l'État. Et je pense que l'État a l'intention de dévoiler les dossiers qui ont été pré-notifiés et remontés à Bruxelles début septembre. Vous avez évidemment 15 dossiers sur les 120 qui seront pré-notifiés, 15 dossiers français. Vous avez des représentants du secteur automobile, vous avez des représentants de tout ce qui est production d'hydrogène et électrolyse, mais 120 dossiers, c'est juste le petit bout de l'iceberg. Hein. Il y a eu plus de 500 projets qui ont été remontés dans le cadre des IPCEI. Vous avez 18 États membres qui participent. L'Europe, à ce stade, a lancé 2 vagues en parallèle, ce qui est une grande première. Hein. Ils ne l'ont pas fait pour la batterie. La batterie, ils ont lancé 2 vagues avec quelques années d'écart. Là, vous avez une vague sur les briques technologiques et une vague sur la décarbonation de l'industrie et l'industrie. Mais il va y avoir d'autres vagues. Et pour aussi répondre à l'ensemble des dossiers qui ont été déposés, on s'attend à ce qu'au total, il y ait à peu près 600 dossiers. Tous ne passeront pas les fourches codines de la Commission européenne, qui est très exigeante, parce qu'un projet IPCEI doit répondre à un certain nombre de critères très précis, mais c'est une fabuleuse opportunité pour construire toute la filière industrielle en Europe et d'aller un cran plus loin que ce qui a été fait sur la batterie. La batterie, les commissaires européens, que ce soit Frans Timmermans ou Maroš Šefčovič, sont très clairs. Il était nécessaire de faire une alliance batterie, mais la guerre est quelque part ailleurs. Nous n'aurons une compétence que sur une toute petite partie de la chaîne de valeur. En revanche, sur l'hydrogène, de la production de la molécule jusqu'aux usages, l'Europe a la chance d'avoir un certain nombre d'industriels qui sont très très bien placés, et la France a aussi la chance d'avoir beaucoup d'industriels qui vont pouvoir se positionner sur ce sujet.
C'est bien vrai ça. Christophe Auffray, il y a aussi une dynamique importante, c'est que ce que fait l'Europe par rapport à l'hydrogène, c'est pas que la mobilité, c'est un tout. Et l'hydrogène va servir aussi pour l'industrie, y compris pour les industriels comme vous, qui allez fabriquer de façon décarbonée. Alors tout à fait, juste peut-être pour revenir pour l'IPCE et les pré-notifications, elles vont être annoncées normalement le 30 septembre. Il y a un Conseil national de l'hydrogène. Dont vous faites partie d'ailleurs. Voilà, dont on fait partie. Mon patron est co-président avec le patron d'Air Liquide, donc ça va être annoncé. Au nom de la filière, bien sûr. Donc, alors, l'hydrogène, effectivement, c'est pas que l'hydrogène aussi pour l'automobile. L'hydrogène, Toyota serait là, et ça tombe bien, ils sont là, ils parleraient d'hydrogène économie, et maintenant j'ai vu que Hyundai parle de la même chose. Donc c'est global, on en aura besoin pour la transition énergétique globale, et on en a besoin pour décarboner l'industrie. Ça va être un des plus gros utilisateurs, en tout cas en France, d'hydrogène. Il faut à peu près 55 kilos d'hydrogène pour décarboner une tonne d'acier. Et on en produit quelques centaines de milliers de tonnes en France. Donc ça fait déjà beaucoup plus. C'est l'équivalent pour la production en France, c'est l'équivalent de 6 ou 7 millions de véhicules qui rouleraient pour décarboner l'industrie acier. Et puis il y a le ciment, etc. Donc globalement, effectivement, il y a tout ça qui se met en place. Il y a un soutien global pour toutes les industries. Bien sûr, on est dedans. On regarde un peu toute la chaîne de fabrication de l'hydrogène vert qui est clé aussi, parce que si on n'a pas de l'hydrogène vert, on n'aura certainement pas de piles à combustible qui fonctionneront à la fin. Il y a les électrolyseurs, on a parlé des gigafactories. Donc tout ça, c'est un ensemble et c'est aussi le plan qu'on est en train de déployer au niveau du Conseil national de l'hydrogène. Il y a un plan aussi, bien sûr, européen, notamment avec les 6,5 gigawatts d'électrolyseurs à mettre en place dans les 10 prochaines années. Alors je propose qu'on avance et qu'on parle d'automobile, puisqu'en fait on est là pour évoquer la mobilité. Est-ce qu'il y a de la place pour les constructeurs automobiles aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas parti un petit peu trop tôt? It's finally a question we can ask about the room of passengers. C'est une question que je peux poser sur la situation de la mobilité hydrogène. Vous en avez déjà parlé avec Hyundai. Oui, merci beaucoup Laurent. Je pense que c'est important de reconnaître le rôle de la voiture passager quand on parle de l'économie hydrogène. Et il y a de nombreux rôles. L'un d'entre eux, c'est simplement... Enfin, je pense que c'est important de parler de visibilité. C'est un produit qui permet aux clients de faire l'expérience de l'hydrogène. Nous avons déjà travaillé avec vous pour faire en sorte que les voitures soient plus efficaces. Donc l'hydrogène devient quelque chose de tangible, de concret. Et puis le deuxième élément, c'est le coût. Sans ce que nous avons développé, nous avons maintenant plus de 10 000 stacks pour la première génération. Et nous allons maintenant passer à 30 000, mais malgré tout, au niveau mondial, ça représente une quantité assez faible. Il faut un passage à l'échelle, un passage à la vitesse supérieure, notamment pour d'autres technologies, des technologies qui bénéficient des technologies qui ont trouvé leur origine dans les voitures pour passagers. Et je pense que tout cela permettra également de réduire les coûts. Enfin, un élément important, selon moi, est... concerne le fait ou l'importance du transport. On voit aujourd'hui que l'Europe investit beaucoup dans le transport et dans l'industrie. Mais la volonté de payer de la part des clients privés, c'est très important pour le transport. On a à peu près 10 € par kilo pour l'hydrogène à la pompe. Donc, quand on parle des applications commerciales, pour, par exemple, les bus, etc., eh bien, il faudra descendre jusqu'à 5 €. Et quand on parle de l'industrie de l'acier, je pense qu'il faudra descendre encore plus. Donc, il faut commencer dès aujourd'hui à passer à l'échelle supérieure avec l'infrastructure, la production et aussi au niveau du transport. Donc nous devons faire en sorte que les véhicules jouent le rôle central qu'ils doivent jouer. En ce qui concerne la décarbonisation, nous avons un choix. Plus nous donnons de choix aux consommateurs, en ce qui concerne les batteries, en ce qui concerne l'électrique, il y a effectivement plusieurs technologies. Et plus les clients auront le choix, plus nous pourrons rapidement passer au zéro carbone. Au monde, ce sont quand même les taxis hype avec vous, Mathieu Gardy. Donc, c'est vrai que c'est une aventure qui a commencé en 2015 déjà. Parlez-nous un petit peu de ce que c'est devenu, parce qu'à la base, c'était un pari et aujourd'hui, c'est quand même une flotte conséquente. Alors effectivement, c'était un pari. On a démarré très très tôt, en 2015, pendant la COP21, avec 5 véhicules à l'époque, qui étaient des véhicules Hyundai, puisque Toyota ne vendait pas encore ce type de véhicule en France.
Aujourd'hui, on est en train de déployer la flotte de façon massive après une pause Covid de quelques 15 mois, avec un objectif d'atteindre 700 véhicules fin 2021, début 2022, en espérant que le plan de déploiement des stations suive également, puisque nous, la particularité du projet, c'est que pour pouvoir démarrer tôt, et dans un contexte un peu particulier qui est celui d'une activité de taxi, on a un projet qui est très très intégré. Donc on déploie en même temps la flotte et en même temps on déploie nous-mêmes une infrastructure de recharge d'hydrogène pour pouvoir alimenter la flotte et se développer en complément de la croissance de la flotte. Alors pourquoi Hype Hype, en fait, je pense, est une initiative qui rejoint un certain nombre des éléments qui ont été mentionnés sur où est-ce que l'hydrogène est pertinent. L'hydrogène est pertinent déjà en complément des batteries. On n'est pas du tout dans l'opposition des technologies, on est vraiment dans la complémentarité pour répondre à quelque chose qui est le besoin d'un client. Là, le besoin du client, c'est d'avoir un véhicule qui soit très fonctionnel, qui puisse recharger très rapidement. Le taxi ne peut pas accepter de contraintes supplémentaires par rapport à ce qu'il a aujourd'hui avec un véhicule thermique. Donc il faut qu'il ait non seulement l'autonomie, mais aussi un temps de recharge équivalent à ce qu'il a avec un véhicule thermique. On a deux leviers intéressants sur l'écosystème taxi. Le premier, c'est qu'on a, au-delà des aspects carbone et climatiques, on a un levier fort sur le taxi urbain qui est la pollution de l'air. Il y a aujourd'hui, au niveau des collectivités locales, une vraie prise de conscience, peut-être avant les autres d'ailleurs, des problématiques de pollution de l'air, de santé publique, de pollution sonore. Donc on cherche vraiment à déployer sur les flottes incontournables qui resteront dans les villes des solutions qui soient zéro émission à l'échappement. Donc batterie quand on peut, et il y a plein de cas où la batterie fait bien le boulot, y compris dans des usages taxi, mais dans certains cas ça ne suffit pas, et là l'hydrogène apporte une solution complémentaire pour le zéro émission. Et le deuxième élément qui est intéressant dans l'usage taxi, alors on retrouve les aspects de visibilité dont parlait Stéphane, on retrouve les aspects de scaling, puisqu'on est aussi sur des volumes qui sont des volumes intéressants pour un constructeur. Au niveau mondial, il y a des centaines de milliers de véhicules par an qui sont vendus pour un usage de type taxi urbain. C'est des flottes qui se renouvellent d'ailleurs assez rapidement, donc ça encore c'est intéressant. Et puis il y a un aspect TCO qui est important aussi, c'est une activité dans laquelle qui est très atomisé, c'est surtout des indépendants. Et en fait, le TCO du véhicule est quelque chose de beaucoup moins structurant que dans des activités de logistique, du dernier kilomètre, etc. Donc le coût du véhicule est important, mais ce n'est pas le principal driver, enfin, ce n'est pas le seul driver pour le choix. Et donc, on a un peu de marge de manœuvre pour démarrer, même quand l'écosystème hydrogène, véhicule et molécules est encore un peu trop cher. On reviendra tout à l'heure sur l'aspect écosystème. En tout cas, Jean-Luc Brossard, le choix des constructeurs français, c'est plutôt de viser des véhicules lourds, les utilitaires. Oui, alors, je vais expliquer pourquoi. En fait, la première chose, les deux constructeurs français sont des constructeurs généralistes. Donc, comme on l'a dit, l'hydrogène dans son écosystème aujourd'hui n'est pas à un coût compétitif par rapport à des solutions alternatives. Alors, pourquoi le choix de l'utilitaire? On l'a déjà dit plusieurs fois. Les véhicules utilitaires légers, c'est des voitures de livraison. Ils ont l'avantage d'être, s'ils sont à hydrogène zéro émission, et rentrent facilement dans des zones à low émission, des zones interdites au roulage de véhicules thermiques. Et on en voit de plus en plus. On a vu les courbes tout à l'heure du risque de fermeture de Paris dès 2030, un certain nombre de sujets. Donc pour la livraison urbaine, il y a un avantage, c'est des véhicules zéro émission. Ensuite, on l'a dit, pour des usages intensifs, des gens qui veulent tourner 20 heures par jour, qui veulent aller assez loin, qui veulent remplir, donc avec moins de 3 minutes, être capable d'embarquer 4-5 kilos d'hydrogène et donc faire 500-600 km, la seule solution, et c'est des usages intensifs généralement qu'ont nos artisans, nos utilitaires, c'est cette possibilité importante. La troisième raison, c'est le profit pool. Pour nous, les usages intensifs, en fait, on s'aperçoit que nos clients se base en fait sur le TCO, le coût à l'usage, pour définir en fait les choix qu'ils peuvent faire sur différentes alternatives de motorisation. Dans le cas d'un véhicule à hydrogène de livraison, on s'aperçoit que le coût de l'hydrogène est fondamental par rapport au coût même de l'objet, et donc il s'y retrouve beaucoup plus facilement. La quatrième raison, c'est la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, l'infrastructure. Aujourd'hui, l'infrastructure n'est pas développée. On a, je ne sais pas, peut-être Valérie me contredira, mais entre 30 et 40 stations aujourd'hui, 35, ouais, entre 30 et 40. Vous êtes d'accord tous les deux, c'est le principal. On a 35 stations à hydrogène aujourd'hui en France, donc il sera plus facile pour un véhicule de livraison qui pourra faire ce qu'on appelle un peu la tournée du laitier, donc revenir
se charger dans des zones qui sont identifiées ou pouvoir se charger identifiées pour démarrer cet amorçage qui est nécessaire pour passer à l'échelle et baisser les coûts qu'on a dit tout à l'heure. Alors, sachant que par rapport à les stations, Valérie, il y a l'étude Ambition 2030 qui a été donc présentée par France Hydrogène, et l'objectif, c'est bien plus que ça à horizon 2030. Alors déjà au niveau des stations, avant cette étude-là, dans la PPE, vous avez 1000 stations hydrogène qui sont programmées d'ici 2030. C'est une très bonne nouvelle. France Hydrogène, dont je suis la première vice-présidente, c'est l'Association nationale des industriels de l'hydrogène, a déployé tout récemment, au début du mois, un manifeste, donc trajectoire hydrogène pour la France, pour s'inscrire dans le cadre de la stratégie nationale hydrogène française. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est très simple. Son ambition, elle est décarboner l'industrie, favoriser la mobilité professionnelle décarbonée zéro émission à travers l'hydrogène, créer des gigafactories, que ce soit au niveau des électrolyseurs, mais également au niveau des composants, et favoriser la recherche. Et donc, dans le cadre de ce manifeste, on a fait 2 scénarios. Un, je dirais, à l'horizon 2030, assez standard, mais qui prévoit, côté mobilité, déjà 300 000 véhicules, un parc de 300 000 véhicules légers, 5 000 véhicules lourds, donc bus, camions, bennes à ordures ménagères, 65 bateaux et une centaine de trains. Et après, on a fait un scénario un peu plus ambitieux qui colle aussi à ce qu'on attend de l'impact de Fit for 55. Et là, on parle de 450 000 véhicules légers, 10 000 véhicules lourds, et puis 250 trains et un peu plus de bateaux. Donc, on voit... Et beaucoup de stations. Et beaucoup de stations. Alors là aussi, on est autour de 1000 stations au niveau... 1000 à 1700, si j'ai bien lu oui. le rapport. Déjà 1000, c'est pas mal, parce que comme l'a dit Jean-Luc, quand on est dans des marchés pour le professionnel, on peut très bien avoir un réseau moins dense, mais qui apporte la même qualité de service aux professionnels dans l'exercice de son travail. Et là aussi, la connectivité sera un point important, parce que ça permet d'amener le professionnel au bon endroit, au bon moment. Donc la mobilité professionnelle est un super levier d'accélération pour construire cette infrastructure. Merci. Et 1000, c'est aussi l'objectif des stations en Allemagne à horizon 2030. Alors, c'est intéressant de savoir du côté des équipementiers quel regard ils portent sur l'automobile. Marc Perrodin, vous qui êtes en ligne, Plastic Omnium, hein, je le rappelle, donc, quelle est votre vision finalement de ce marché de la voiture particulière? À quelle échéance, à votre avis, ça va décoller, entre guillemets? En réalité, je trouve qu'on a une configuration qui est idéale pour l'accélération de l'hydrogène, ce que j'appelle une fusée à 3 étages. On a parlé tout à l'heure des subventions, la fusée d'hydrogène, ça marche assez bien d'ailleurs. Exact. Des subventions, du push gouvernemental, de l'Europe, de beaucoup de pays qui amènent de l'argent pour construire de l'infrastructure, plutôt en amont de la filière, c'est-à-dire du côté énergétique, du côté de l'hydrogène vert et puis du côté de l'infrastructure de remplissage. Ensuite, on a la mobilité lourde, dont on va reparler, je pense, qui est un promoteur fantastique parce qu'elle a besoin de l'hydrogène pour se décarboner. Et là, c'est un besoin technologique. Et ensuite, bien sûr, on avance vers les plus gros volumes, vers le passenger car, vers la voiture particulière. Et là, on connaît tous ce monde, moi j'y travaille depuis très longtemps, qui est un monde de compétitivité et de coûts. Et c'est ce qu'on commentait tout à l'heure avec Christophe Auffrère et également, la capacité d'industrialiser, de faire converger les coûts, est, à mon avis, le levier majeur de la pénétration de l'hydrogène dans certains segments de l'automobile. Je suis tout à fait avec Valérie Bouillon-Delporte, on ne va pas opposer la batterie et la fuel cell, on a une segmentation très claire de l'intensité des usages et de l'opportunité d'utiliser l'hydrogène. Alors après, quand on regarde les études pour 2030, si je peux me permettre la plaisanterie, on va de 0,5% de pénétration de l'hydrogène d'après les syndicats jusqu'à 4% d'après la police, ou peut-être plutôt le contraire d'ailleurs. Chez Plastic Omnium, on adopte un scénario médian, raisonnable, une pénétration de 1,5, 2%, ce qui est très peu finalement, et ce qui correspond à des véhicules d'un format, d'un poids et avec des catégories d'usage qui le rendent complètement proportionné. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette montée en puissance progressive de l'infrastructure, de la disponibilité d'hydrogène vert, c'est la priorité de l'injection. Petite coupure technique, mais je crois qu'on a compris l'essentiel du propos. En attendant que ce soit rétabli, Christophe Auffrère... Par solidarité, je continue. Par solidarité. Donc, et par opportunisme aussi, disons-le.
Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Donc nous aussi, on pense qu'il faut partir avec les véhicules utilitaires légers, qu'on va aller vers des camions parce qu'ils n'ont pas le choix. Et que au niveau du véhicule le passager, effectivement, c'est plutôt un problème de prix à l'achat que le TCO, même si le TCO est important, hein, le coût de possession. Par contre, je voudrais apporter un petit éclairage technique pour moi qui est clé. Hein. La balle, je dirais, est un peu dans le camp des équipementiers ou des concepteurs, parce que si on veut demain développer cette technologie pour les véhicules particuliers, il faudra qu'on puisse aussi mettre les réservoirs à la place des batteries d'aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les réservoirs conformables. Donc on commence déjà à travailler là-dessus. Si on pouvait switcher des batteries par des réservoirs d'hydrogène, à ce moment-là, on aurait gagné. Et je pense que ça, c'est clé. Alors bien sûr, après, il faut des usages plutôt intensifs. On sait qu'un véhicule qui a 300 km d'autonomie, il sera en batterie. Mais après, on sait aussi que ça coûte très cher de rajouter des batteries pour rajouter 100 km d'autonomie. Et ça coûte 2 fois moins cher, et ça coûtera au moins 2 fois moins cher de rajouter du réservoir par rapport à des batteries. Donc, c'est clé pour moi de trouver des solutions technologiques de réservoirs conformables. Et à ce moment-là, on peut espérer avoir beaucoup plus que ce qu'on est en train de se dire ensemble. Alors, puisqu'on a un certain nombre de sujets à aborder, on va continuer notamment sur la mobilité lourde. So, Stéphane, your fuel cell business unit. Alors, Stéphane, votre unité se concentre sur d'autres modes de mobilité, comme par exemple les bus. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce que vous faites avec Caetano pour les bus? Oui, alors en fait, nous avons commencé il y a 2 ans et Caetano est un importateur du Portugal, dont on a une longue relation avec l'entreprise. Et Caetano nous a présenté il y a 2 ans un bus à batterie électrique. Et on s'est dit, pourquoi ne pas rejoindre nos forces et puis utiliser nos piles à combustible également en utilisant un châssis électrique. Et maintenant, 2 ans après, le bus est en vente, il est sur la route, il a été testé par la RATP à Paris, par exemple. Et donc, ça montre bien que l'on peut aller très très vite avec ces technologies. Et on peut aller vite parce qu'encore une fois, pour en revenir à mon premier point, c'est le même stack que celui de la Mireille. Donc, nous avons ajouté... nous pouvons avoir Nous avons la possibilité d'avoir une autonomie de 400 km et en une période de temps assez courte, en utilisant les mêmes modules, nous avons été en mesure de produire un produit compétitif sur le marché et ce bus a déjà gagné quelques appels d'offres en Europe. Donc cela montre bien que, et je pense que ça fait partie de la différence par rapport au moteur thermique. On ne peut pas utiliser le même moteur pour alimenter une voiture et un bus, alors que donc nous avons un stack pour les bus, par exemple. Donc, je pense que cela fonctionnera bien. Te marier, entre guillemets, avec Elring-Klinger, qui est un fabricant allemand de piles à combustible et qui a lui-même des contrats, finalement, dans la mobilité lourde. Ce sont aussi des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous sur un plan business. Oui, bien sûr, Laurent, mes excuses pour la coupure il y a quelques minutes. Dans le domaine de la pile à combustible, donc dans notre joint venture EKPO, qui est donc cette compagnie commune qu'on a formée cette année, qui fabrique des piles à combustible, et dans l'intégration globale des solutions hydrogène offertes par PO, le monde de la mobilité lourde, camions, bus, mais aussi véhicules spéciaux, on entre aujourd'hui en discussion avec des fabricants de gens qui font des véhicules tout type, on va dire, des véhicules de road mobility, mais aussi de l'off-road, des dameuses pour les pistes de ski, des camions bennes ou des camions poubelles, des véhicules spécialisés. Et ça nous ouvre effectivement des horizons incroyables. C'est un peu le deuxième challenge de Plastic Omnium dans le monde de l'hydrogène. Le premier que j'évoquais tout à l'heure, c'était la partie industrialisation, le passage du prototype auquel on est aujourd'hui à une ère industrielle et compétitive. Le deuxième, c'est un challenge commercial. Chez Plastic Omnium, équipementier automobile, on fait sans doute 80% de son chiffre d'affaires avec 20 clients dans le monde. Là, dans le monde de l'hydrogène, je ne vous cache pas que le challenge commercial, la façon d'adresser le marché, la taille des clients, leur diversité géographique, leur localisation, est un aspect complètement différent du business. Ça nous demande aussi de nous réinventer un peu en termes de business model, pour être capable de trouver une nouvelle agilité, des relations commerciales plus rapides, et une capacité de réaction qui n'a pas forcément beaucoup à voir avec ce qu'on fait dans les business plus conventionnels de l'automobile. Merci pour ce commentaire. Je crois que c'est un bon signal qui est adressé aux sous-traitants. Finalement, c'est cette capacité à penser au-delà de sa zone de confort, quelque part. Christophe Auffrère, pour Faurecia, les réservoirs de camions, vous en faites déjà.
on en fait déjà. On a une commande pour Hyundai, pour équiper 1600 camions, mais effectivement, c'est un domaine qui nous intéresse, qui va être en forte croissance, comme on l'a dit. L'année prochaine vont être décidés, effectivement, si on va jusqu'à 55% de réduction de CO2 sur ces camions. Aujourd'hui, c'est 15 et 30% en 2030. Donc, il y a des opportunités importantes. Et il y a certains constructeurs qui ont déjà annoncé qu'ils auront une part significative, comme Daimler, de véhicules hydrogène et qui seront équipés peut-être de réservoirs liquides aussi, parce qu'on a différents types de réservoirs. Aujourd'hui, Hyundai, sur les camions, c'est 350 bars. On va passer à 700 bars. Il y a le liquide. Donc, il y a tout ça. Il y a une diversité. J'ai parlé du conformable après pour les véhicules légers, mais voilà. Donc, il y a une diversité importante au niveau des réservoirs, certainement plus qu'au niveau des stacks. Comme le disait Stéphane, les stacks, on peut en mettre 1, 2, 3 ou 4 dans un camion, et c'est le même potentiellement sur un véhicule léger, quoi. Donc, on a tout ça à gérer. Alors, effectivement, comme disait Marc Perraudin tout à l'heure, le marché est complètement différent parce que quand j'ai regardé les chiffres, le véhicule lourd, c'est 2 millions de véhicules, mais si on rajoute le off-road, c'est 4 millions. C'est-à-dire que le off-road est aussi gros que le marché des véhicules de route classiques lourds, quoi. Donc effectivement, on a beaucoup d'opportunités les uns les autres. Il y a de la place certainement pour tout le monde. Et cette modularisation va nous permettre aussi d'arriver à engranger des quantités pour baisser nos coûts. C'est vrai sur le stack, bien sûr c'est encore plus vrai sur le stack, mais c'est aussi vrai sur les réservoirs. On ne va pas développer non plus 25 réservoirs, il faut les homologuer, ça prend du temps. C'est pas aussi long peut-être que faire des composants électroniques, mais en tout cas ça prend un certain temps et c'est très sécuritaire, donc on ne joue pas avec ça. Merci. Valérie Buyon-Delporte, sur le camion, il y a une initiative en Europe avec des logisticiens en fait, qui essaient de pousser pour qu'on y ait à la fois des camions et des stations qui vont avec. Parce qu'il faut des stations qui dépotent, mine de rien. Alors, il y a plusieurs initiatives. J'ai eu l'honneur de présider pendant 4 ans un partenariat public-privé de l'hydrogène avec la Commission européenne. On a renouvelé ce partenariat avec quand même une dotation d'1 milliard sur les 7 prochaines années. C'est pas rien. Une partie de ces 1 milliard va servir à accélérer un certain nombre de premières petites flottes. Donc sur le camion, il y a un projet qui s'appelle Edge2All. C'est 16 camions. L'idée, c'est aussi d'embarquer des équipementiers, des constructeurs pour créer cette filière au niveau européen. Dans les prochains appels à projets qui vont être publiés en 2022, on va passer à l'échelle, comme on l'a fait sur le bus, où il y a un projet de démonstration de 300 bus. Là, il va y avoir un projet de démonstration avec 150 à 200 camions hydrogène sur les 3 prochaines années pour, je dirais, mettre le pied à l'étrier à l'ensemble de la filière. Au niveau français, on suit également au sein de France Hydrogène les développements de camions. Et aujourd'hui, quand on fait le mapping des demandes de camions, et je sors les bennes ordures ménagères, les bus, juste les camions, on est sur à peu près 150 camions, dont une bonne cinquantaine qui devraient être mis sur la route d'ici 2023. Le hic, parce qu'il y en a quand même un, c'est il faut que ça bouge beaucoup plus vite côté constructeur. Donc je sais que c'est dans les tablettes, un certain nombre de constructeurs sont dessus. Il y a des nouveaux entrants qui arrivent. Voilà, il y a la demande, on commence à voir, comme l'a dit Stéphane, les objectifs au niveau prix de l'hydrogène, parce que paradoxalement sur un camion, le plus important, alors bien sûr le coût du camion est important, mais le plus important, c'est le coût de l'hydrogène. On est grosso modo sur 10 kg d'hydrogène consommé par 100 km. Donc plus il faut rouler, plus ça coûte cher si l'hydrogène n'est pas compétitif. Merci. Alors il y a aussi la mobilité encore plus lourde. Tu voulais dire un petit mot? Non? Tout à l'heure? Tout à l'heure, d'accord. Stéphane, Laurent, si tu permets juste un oui, Christophe, sur la mobilité hydrogène, il y a aussi, et c'est porté au niveau de l'Europe en ce moment, c'est d'utiliser des véhicules avec des moteurs thermiques, mais utilisant l'injection dans le moteur à combustion. Et ça, c'est en discussion aussi au niveau de l'Europe. Donc je ne sais pas ce que ça va devenir, mais en tout cas, c'est un sujet qui est... C'est un sujet qui monte d'ailleurs dans l'actualité. Alors, c'est un sujet qui est aussi pas simple. Pourquoi ? Au niveau de la Commission européenne, l'objectif, c'est 0 émission. Il ne faut pas se tromper. L'injection de l'hydrogène dans un moteur thermique, c'est une solution transitoire. Ça réduit très très fortement le CO2, ça n'enlève pas les NOx. Mais donc, ça ne fait pas 0. Ça ne fait pas 0. Et surtout, dans les textes de loi que nous poussons, côté Hydrogène Europe, et que nos membres ont soutenus, c'est de dire attention, c'est bien beau de continuer sur les technologies qu'on va un petit peu adapter, fine-tuner pour injecter l'hydrogène, mais il ne faut pas que ça mette en péril toute la filière industrielle des fabricants, notamment de piles et de composants. Donc, si vous allez dans cette voie-là, 1, il faut que ce soit transitoire. 2, il faut aussi que vous montriez un goodwill et un engagement
qu'en parallèle, vous continuez à travailler sur ces technologies zéro émission pour éviter que quand le marché décolle, finalement, ce ne soit pas les industriels européens qui en bénéficient. Bon, on va essayer de goodwiller alors, sans aucun problème. About very heavy duty mobility, Stefan. So your business unit is working as well for ships. Donc vous travaillez également pour les navires et pour les trains, il me semble. Donc il s'agit de véhicules très très lourds. Oui, absolument, avec les mêmes stacks en fait. Donc nous avons travaillé. C'est vraiment donc à taille unique votre solution. Tout à fait, c'est le gros avantage de l'hydrogène. C'est le Fit 55, n'est-ce pas? On met 55 piles à combustible et on est bon. Oui, en fait, en France, on travaille sur des équipements stationnaires. Il y a quelques semaines, la Tour Eiffel a été... non, c'était en mai, il y a quelques mois, pas quelques semaines. Oui, c'est vrai, ça va vite. Donc, on a illuminé la Tour Eiffel et nous avons des appels d'offres pour des yachts. Nous travaillons avec la Norvège notamment pour des applications maritimes à grande échelle. Et nous avons également travaillé avec des applications ferroviaires en Espagne. Donc encore une fois, il s'agit du même module, du même stack, qui peut être utilisé pas seulement pour le transport routier, mais aussi pour d'autres applications comme le maritime ou le ferroviaire. Très bien, merci beaucoup. Vous ajoutez à cela l'avion, parce qu'en fait, grâce à votre partenariat avec Elring-Klinger, du coup, vous êtes en connexion avec Airbus. Quand on pense quand même à Plasticomium à la base, le nom, ça vient du plastique et des poubelles. Vous allez maintenant jusqu'à l'Airbus. C'est quand même assez incroyable ce que l'hydrogène apporte comme perspective. Absolument. Donc vous avez raison, Laurent. L'important, c'est pas d'où on part, mais où on arrive. Et via KPO, effectivement, on a le plaisir de livrer des stacks très haute puissance, des piles à combustible pour le développement qui est naissant aujourd'hui, des avions hydrogène. Mais c'est effectivement, je pense, une fierté d'abord pour nous, pour notre joint venture, d'avoir été reconnu comme étant un fournisseur avec la fiabilité, la densité de puissance et les performances qui semblent adaptées pour les futures applications aéronautiques. Et je rajoute un point, puisque vous parliez du ferroviaire et que c'est une actualité récente. On est très fiers également hier matin d'avoir communiqué un partenariat avec Alstom Bombardier sur le transport ferroviaire et sur le stockage d'hydrogène pour les trains régionaux. Et ça fait effectivement partie de notre roadmap d'étendre ce qu'on faisait sur la road mobility sur tous les domaines du transport lourd, en l'occurrence via nos piles à combustible jusqu'au domaine aérien. Je propose qu'on aborde maintenant la question des écosystèmes, parce que c'est important d'avoir à la fois la production et bien sûr les usages derrière. Et justement, donc Mathieu Gardy, on va revenir à Hype, parce que par exemple, en prévision des JO de Paris 2024, il y a une montée en puissance considérable. Effectivement, nous, nos objectifs pour Paris, pour la région parisienne à horizon JO 2024, c'est d'avoir 10 000 véhicules en usage taxi qui tournent à l'hydrogène, ce qui correspond à la production d'hydrogène vert local et la distribution pour cette seule activité d'à peu près 20 tonnes par jour. L'intérêt de ça, et donc c'est le réseau de stations de distribution et de production qu'on veut déployer à cet horizon-là. Et l'intérêt de tout ça, c'est que justement, le fait de démarrer par ce premier marché du taxi qui est un peu plus réactif, qui permet de démarrer tout de suite, etc., permet aussi de faciliter l'émergence et la massification des autres usages qui vont pouvoir commencer à se greffer sur ces stations qui, bien évidemment, seront non seulement ouvertes à tout public, mais aussi à toute forme de mobilité. Donc ouverte à l'utilitaire léger, évidemment, ouverte aussi à l'utilitaire lourd, pouvant aussi alimenter des usages, dans le cas de Paris, sur la Seine. C'est déjà des sujets qu'on discute avec des porteurs de projets qui veulent faire traverser des pousseurs à hydrogène. Donc, on est vraiment dans cette logique d'écosystème en profitant de notre positionnement qui est on a un premier marché sur lequel on peut être plus rapide et on essaie d'en faire profiter les autres parce que là encore, l'enjeu, c'est de massifier. Et comme le disait Stéphane, qu'on massifie sur du bateau, sur du camion, sur du bus, sur du véhicule particulier utilitaire, c'est intéressant pour la filière parce qu'in fine, c'est les mêmes composants qu'on va retrouver dans ces différentes applications. Et je précise un dernier élément. On est ravis du partenariat qu'on a aujourd'hui avec Toyota. Nos 500, les 700 véhicules dont je parlais tout à l'heure vont pour l'essentiel être des Toyota Mirai 1 et Mirai 2. On est aussi très preneur, et c'est donc un format berline que vous connaissez, on est aussi très preneur du fait qu'émergent de nouveaux formats qui puissent être utilisés dans des applications de type taxi, VTC, etc., à très court terme. Il y a un format classique qu'on retrouve partout dans le monde pour l'usage taxi, la berline et le SUV, d'accord, mais il y a aussi le minivan. Et le minivan, c'est un utilitaire léger dans lequel, en gros, on a mis quelques banquettes à l'arrière. Et ça, c'est à peu près la moitié du marché
du taxi ou du VTC dans le monde. Et donc, on est vraiment en train d'essayer de pousser pour qu'on puisse faire émerger en Europe, et en particulier en France, avec le positionnement de Stellantis et de Renault maintenant avec Kivia, pour que ça puisse être des produits à fort composant français. Alors on serait ravis que Toyota sorte le Pro-Ace en hydrogène aussi, mais attention, parce que ça y est, les Chinois ont déjà un minivan hydrogène qui est en train de sortir et qui est en train de profiter du marché chinois. Donc là, on a, je pense, une vraie carte à jouer au niveau européen et au niveau français. Là encore, en jouant la mutualisation et la complémentarité, parce que l'intérêt de ce que font Stellantis et Renault avec Kivia, c'est que ce sont déjà des produits hybrides. Donc un seul moteur électrique alimenté par une pile et un réservoir d'hydrogène, mais alimenté également par une petite batterie rechargeable. Sur la production, donc, Valérie. Oui, je voulais ajouter un mot, parce qu'on parle beaucoup de passage à l'échelle, de massification, composants, véhicules, c'est clé. Mais tout ça n'aura de sens qu'à partir du moment où on a en parallèle la même démarche sur la production d'hydrogène, pour arriver à fabriquer de façon compétitive de l'hydrogène bas carbone à des tarifs super intéressants. Stéphane, tu mentionnais 5 € dans l'étude à hydrogène Concil. Côté PFA, on est plus autour de 6 € à l'horizon 2030. C'est un peu tard. Il faut être compétitif. Et pour ce faire, donc côté France Hydrogène, on a initié donc dans cette étude trajectoire hydrogène une réflexion sur les bassins industriels. Quand on parle de bassins, on a défini à peu près 7 zones de bassins au niveau français. C'est pas pour limiter la mobilité. Non, le bassin, c'est pour identifier comment on peut s'appuyer sur des usagers qui vont avoir besoin massivement d'hydrogène à très bas coût. Donc c'est essentiellement des zones industrielles ou des zones aéroportuaires. Et à partir du moment où on va pouvoir mettre les capacités de production qui vont bien pour faire de l'hydrogène bas carbone à un prix compétitif, là c'est un super accélérateur pour la partie mobilité. Puis il y a les Hauts-de-France dans la carte. Oui, il y a les Hauts-de-France, il y a le Sud, il y a 7 bassins, donc c'est assez bien réparti au niveau national. Mais bon, pour la mobilité, on ne peut pas contraindre à tourner à 50 km autour d'une installation. Donc on s'appuie beaucoup au sein de la PFA sur cette initiative bassin, parce que le succès de la filière automobile dépendra aussi de la capacité collective à travailler avec les énergéticiens pour faire de l'hydrogène une énergie abordable, compétitive. À 6 € le kilo, je peux vous dire que ça va pulser pour passer à l'hydrogène. C'est super compétitif. Sur les écosystèmes, un mot peut-être, Valérie, encore sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, je ne veux pas monopoliser la juste parole, ça, mais Auvergne-Rhône-Alpes a été le premier projet d'écosystème territorial de mobilité hydrogène au niveau européen. C'est une association publique-privée entre des acteurs industriels, Michelin, Engie, des acteurs publics, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également la Caisse des dépôts et le Crédit Agricole, pour répondre à un besoin qualité de l'air, décarbonation, filière industrielle. L'objectif est très simple, on ne va pas mailler au niveau de quelques villes, la région va faire un maillage à l'échelle du territoire pour permettre à des professionnels d'utiliser des véhicules hydrogène. Donc la cible sont des professionnels. La région met également de l'argent sur la table pour financer le delta cost des véhicules à hydrogène. On a également des subventions, donc le rôle des subventions dans ces périodes d'amorçage est clé, de l'Europe et puis de la France. Et l'objectif est très clair, 20 stations et 1200 véhicules légers. Et on travaille déjà sur une phase qui sera annoncée très prochainement pour étendre à la mobilité lourde. Très bien. Oui, donc la dynamique des bassins, je pense qu'elle est bonne. On va être présenté aussi au CNH à la fin du mois. Donc il faut que ça parte des territoires. Et effectivement, décarbonation de l'industrie, etc. Les gigafactories, etc. Derrière, bien sûr, donc ça c'est l'approche bottom-up. Derrière, il faudra certainement relier les bassins. C'est ce qui est un peu prévu. Donc il faut qu'on voit à quelle échéance et comment. Et puis après, on a l'approche aussi top-down. Parce qu'en France, en Europe, on a aussi une vision top-down. Et notamment si on parle des corridors en Europe, eh bien, c'est une approche top-down où on dit il faut des stations tous les 50 ou 100 km et il faudra que chaque pays puisse implanter ces stations. Et bien sûr, tout ça, ça va créer un network, un réseau complet. Donc on a besoin des deux, mais effectivement, on part du bottom-up, il y a le top-down et à partir de ça, on doit construire quelque chose de pertinent qui permette de satisfaire effectivement le déploiement avec bien sûr un timing donné.
Un mot quand même, Christophe, parce que vous êtes impliqué là-dedans. On expliquait tout à l'heure que Forestia fournit des réservoirs à Hyundai. En Suisse, Hyundai fait partie d'un écosystème avec la production et la distribution d'hydrogène. Tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, alors c'est le sens un peu de tous ceux qui regardent un peu l'hydrogène en ce moment, c'est de dire, OK, il faut créer un écosystème. S'il n'existe pas, il faut le créer. Demain, il existera, donc il n'y aura pas besoin de le créer. Mais effectivement, aujourd'hui, en bottom-up, il faut créer son écosystème. Et donc, production d'hydrogène, distribution, et puis utilisation. Donc, ça, c'est vrai. Très bien, très bien. On arrive un petit peu au terme de la discussion. On l'a écourté un petit peu parce qu'on voulait laisser quand même quelques questions. Si vous voulez interroger nos experts, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Ou alors on était super complet. Non, vous voyez, il y a une question. Le temps qu'on vous amène un micro, levez bien la main qu'on puisse vous identifier. Ça arrive. Merci beaucoup. La sécurité de la recharge sur des stations d'hydrogène est-il un sujet ou pas? Oui, c'est un sujet. Ouais, je vais simplement. Donc, oui, c'est un sujet. C'est un sujet qu'on regarde de façon très attentionnée, en particulier donc au niveau de la filière, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que l'avantage du véhicule utilitaire léger, c'est que les voitures sont déjà disponibles. Vous savez que Stellantis a déjà présenté 3 de ces modèles. On a des objectifs de monter en cadence de milliers de voitures en 2022-2023, 5000 en 2024, et dès la deuxième partie de la décennie, à plus de 30 000 voitures capacitaires par an. Donc il y a beaucoup de voitures et il faut absolument qu'on lève en fait tous les verrous réglementaires qui sont nécessaires. Et la sécurité est un des verrous réglementaires. Et on nous a demandé à travers le CNH de regarder en fait comment apporter en fait une analyse fine en fait de la sécurité, et on a monté au niveau de la filière un groupe de travail spécifique sur le sujet. Mais sinon les plans ça se passe bien. Hein. Alors pour complémenter, parce que ce qui va pour complémenter ce que dit Jean-Luc, c'est qu'effectivement on passe quand même, on va passer dans l'hydrogène d'un usage professionnel à un usage de Monsieur tout le monde. Et il va falloir pouvoir gérer ça. Alors aujourd'hui, ça va se déployer sur les véhicules utilitaires, donc c'est déjà un milieu un petit peu plus fermé, mais quoique. Mais demain, si on le veut partout, effectivement, n'importe qui va devoir se recharger. Alors il y a déjà des réglementations, bien sûr, là-dessus, qui sont déjà très importantes. Entre la station et le réservoir, ça doit communiquer, on doit mesurer la température du réservoir pendant que l'on recharge. Et si ça dépasse 30 degrés, 85 degrés, on doit baisser en intensité de recharge. D'accord ? En parallèle de ça, nous on pense qu'effectivement il faut qu'on aille encore plus loin sur toute la chaîne. Et donc on regarde ça au niveau de l'Hydrogen Council dont on fait partie avec Stéphane et aussi PO. Je pilote personnellement ce sujet-là de la sécurité et on a mis ça sur la table. Alors il y a plein de choses autour de ça. Comment mieux sécuriser ? Comment peut-être aussi aller plus vite pour recharger, parce qu'on peut se dire, OK, on va peut-être aller plus vite. Aujourd'hui, on a des safety margins, donc des marges de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut que le réservoir tienne 2,5 fois, pour simplifier, la charge des 700 bars. Donc on voit, ça monte à 2000 bars, ou quasiment. Donc si on a quelque chose qui est plus sûr, et on parle aussi de réservoirs intelligents, eh bien à ce moment-là, on va peut-être pouvoir réduire ce safety margin et baisser nos coûts. Donc tout ça, effectivement, il y a pas mal encore de choses à faire, mais il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, ce n'est pas sécuritaire. Si tu demandes à Toyota, ils vont te dire que c'est très sécuritaire aujourd'hui, déjà ce qu'il y a. Mais on peut aller encore plus loin et améliorer globalement, je dirais, la performance du système de stockage. Alors c'est un sujet mais pas un problème, puisque Mathieu, les taxis font le pain au quotidien, personne n'est mort. Oui, je vais vous rassurer tout le monde, c'est un sujet, comme tout un tas de choses sont des sujets, c'est un sujet qui est adressé de façon très sérieuse par tous les intervenants ici, par moi également en termes de responsabilité, et il est important que tous ceux qui se projettent sur ce marché continuent à l'adresser de façon sérieuse, donc il faut continuer à faire en sorte que ce sujet soit correctement adressé, mais ça n'est absolument pas un sujet aujourd'hui d'inquiétude. Nous on a démarré, je le rappelle, en 2015 dans une activité de transport de personnes publiques. Donc nous, ça fait depuis 6 ans qu'on fait nos pleins tous les jours. Et je rappelle aussi que la première station qu'on utilise était Place de l'Alma, en plein Paris, et qu'elle a été ouverte 2 semaines après les attentats du Bataclan. Donc on était dans un contexte sécuritaire vraiment très très important. Et on a
eu aucun problème de type sécurité sur le véhicule. Donc les équipements sont parfaitement connus par les industriels ici présents et autres. Les process de sécurité, quand il y a un incident, fonctionnent. Donc des fois, oui, il y a des incidents. Mais on a eu un incident en Norvège il y a 2-3 ans sur une station qui n'a pas eu de dommages significatifs. Il y a des alertes de temps en temps, etc. Enfin, tout ça est dans la norme de sécurité industrielle classique, y compris pour le grand public. Je précise également que nos véhicules, pour la plupart, stationnent en parking couvert. Donc on n'a pas non plus de difficultés liées au fait d'être en parking couvert sur ces véhicules aujourd'hui. Donc c'est un sujet important, il faudra continuer à le traiter comme tel. En revanche, ça n'est pas un point d'attention spécifique particulier sur l'hydrogène versus typiquement la batterie qui, elle, peut aussi poser des difficultés quand on recharge. Merci. D'autres questions? Oui, on en a une là-bas, le monsieur avec la chemise en blanc. Bonjour. J'ai deux questions qui vont peut-être un tout petit peu sortir de la filière automobile. On a évoqué le sujet, un des sujets majeurs, c'est aussi la production de l'hydrogène et notamment décarboné. C'est de savoir aujourd'hui quelles sont les solutions vraiment concrètes qui existent pour produire cet hydrogène décarboné. Quand on sait qu'il vient principalement de l'électricité, qui est un premier vecteur, pour le transformer vers un vecteur, il y a un souci de rendement et de perte de rendement entre les deux. Et la deuxième question qui est un petit peu en parallèle, c'est vous avez parlé des mobilités off-road. Est-ce que l'hydrogène pourrait être une solution aussi pour les engins de BTP qui sont aujourd'hui alimentés par du GNR et donc très carbonés pour le coup, pour décarboner aussi ce secteur-là? On peut déjà répondre oui voilà. Marc Pérodin, je pense, voulait répondre là-dessus. Oui, merci Laurent. Sur la première question qui est très importante, évidemment, bien sûr, il faut de l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène vert. Il y a un sujet rendement, hein, les électrolyseurs n'ont pas un rendement de 100% évidemment. Mais ce qui est important de regarder, c'est si on se projette en 2050 et à une économie complètement décarbonée, on laissera bien sûr la part belle au niveau de la production électrique à des énergies renouvelables. Ce sera de l'éolien, ce sera du solaire, ce sera de l'hydro, même si l'hydro est déjà saturé probablement à 50% de ses capacités. Et ces énergies sont par nature intermittentes, avec des rendements globaux par rapport aux installations qui ne dépassent pas 20 ou 25%. Donc pour être décarboné dans l'économie et dans le monde en général, il faut du renouvelable. Ce renouvelable est intermittent. Et par nature, il faudra stocker l'énergie de ce renouvelable. La stocker pour pouvoir la réutiliser au moment où on a du besoin. Il y a deux moyens de stocker de l'énergie renouvelable. Des batteries, des champs de batteries, des milliers de milliards d'euros de champs de batteries probablement, avec tous les sujets de terres rares, de recyclage, etc. qu'on peut imaginer. Et puis il y a le stockage chimique. Le stockage chimique, c'est l'électrolyse et c'est la production et le stockage d'hydrogène. Donc l'hydrogène va arriver, à mon sens, parce que c'est le moyen rationnel de stocker de l'énergie renouvelable et de l'utiliser dans toutes les filières, pas seulement dans la mobilité. Et je pense qu'ensuite se pose la question de savoir si on le reconvertit sur place en électricité pour le réinjecter dans une infrastructure électrique ou si on le transporte dans des pipelines ou dans des tube trailers. Mais je pense qu'il y a un côté inéluctable à l'arrivée de l'hydrogène via du stockage chimique d'énergie renouvelable. C'est un point qui est vraiment important. Je voulais juste amener une petite précision parce qu'on parle beaucoup d'énergie. L'hydrogène n'est pas une énergie. L'hydrogène, c'est un vecteur de stockage énergétique et ça change tout. Et sinon, on fait ça à partir de biomasse. Il y a plein de trucs pour le faire. Non, sinon, oui, enfin, je reprends ce que dit Marc Pérodin, mais effectivement, il y a plusieurs solutions, et d'ailleurs, il y a plusieurs types d'électrolyseurs qui sont regardés. Il y a ceux qui existaient jusqu'à aujourd'hui, les piles alcalines, on va dire, et puis les électrolyseurs alcalins plutôt, et puis il y a les fameux SOFC, donc avec des électrolyseurs solides qui peuvent utiliser de l'énergie fatale, en se mettant près d'une sidérurgie, par exemple, et qui ont des très bons rendements. Et puis après, il y a le PEM, là, le Proton Exchange Membrane, qui est plutôt en verbe, et puis on sait qu'on va arriver à des rendements quand même qui sont de l'ordre de 80%. Aujourd'hui on est à 65, 70, mais on pense arriver à des rendements de 80% avec ça. Donc effectivement il y aura peu de pertes. Comme le disait Marc, c'est plus intéressant de stocker de l'hydrogène. Ça coûte environ 6 fois moins cher que de stocker dans des batteries. Donc effectivement avec le renouvelable, il faudra absorber tout ça et c'est certainement un bon moyen de stocker. On peut aussi stocker dans le sous-sol. C'est ce qu'on a regardé d'ailleurs au niveau de l'étude de France Hydrogène et du CNH. On peut stocker en France, dans le sous-sol, de l'hydrogène. Donc il y a plein de solutions pour ça. Il y a de multiples technologies qui sont adaptées plus ou moins à différentes
situation. Et avec ça, donc, on arrive à trouver un intérêt global à l'hydrogène pour les différentes applications. Et sinon, pour le BTP, peut-être 2 mots. Voilà, aujourd'hui, tous les acteurs engins de chantier BTP se mobilisent sur l'hydrogène, que ce soit Eiffage, Vinci, Bouygues, Colas. Il y a une très forte demande. Donc là aussi, les piles qu'on utilise sur des VUL, sur des camions, sur des bus, on peut aussi les intégrer sur des engins de chantier, des dameuses. Il y a déjà de nombreux projets qui ont été identifiés. Stéphane, tu veux compléter? La pile Toyota peut-être? Non, pas du tout. C'est notre point qui me vient à l'esprit. On a parlé beaucoup de technologie et d'écosystème. On pense qu'il va être essentiel parce que si on va vers les clients, ils ne connaissent pas les technologies. Les clients, le produit est cher. Donc, pour surmonter cet obstacle et faire du volume, il faut un instrument de financement et de location. Et c'est important de concentrer ça, de considérer ça, prendre en compte le leasing, la location pour prendre en compte des produits plus lourds pour des bénéfices. C'est pas vraiment une question, juste un complément par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et le fait qu'on ne sera pas en monotechnologie. Ce que je disais tout à l'heure sur le smart charging pour gérer l'intermittence. Parce qu'on aura à la fois de l'intermittence directe d'électrique, mais aussi on aura de l'intermittence où on pourra utiliser du résiduel dans les batteries de véhicules qui sont connectés. Et à un moment, ce sera peut-être plus intéressant de convertir en hydrogène si on est en proximité d'une station de recharge. Mais il y a une vraie question d'optimiser le transport. C'est-à-dire soit on transporte de l'hydrogène, vous le disiez, soit on transporte des électrons. Quand on peut le faire, c'est moins cher de transporter des électrons, mais ça s'équilibre dans les bassins en fonction des usages. Donc il y a vraiment à trouver des équilibres et je pense que le pilotage fin entre les différentes technologies, comme on cherchera à avoir une technologie assez variée sur la production bas carbone d'électricité. Je voyais ce matin les chiffres, 460 grammes de CO2 par kilowattheure en Allemagne aujourd'hui, 40 grammes en France. Je pense que le mix français, nucléaire et ENR, a de l'avenir dans la décarbonation en Europe. Et vous avez aussi le transport. On n'a pas beaucoup parlé de transport de l'hydrogène du lieu de production au lieu de distribution. Il y a une étude qui a été faite par les NZOG, les gaziers au niveau européen, qui montre que 75% du réseau européen peut absorber une certaine quantité d'hydrogène. On parle de blending, c'est-à-dire on va ajouter l'hydrogène au gaz, mais 25% du réseau existant peut facilement se convertir à transporter uniquement l'hydrogène. Et là, la baisse de coût, on est sur un x100 en baisse par rapport aujourd'hui au transport par des tube trailers. Il y a une vraie logique d'infrastructure en tout cas. Ouais. Une dernière question peut-être, votre voisin. Allez, encore 2 questions, là, et puis après on va manger. Bonjour, Vincent Collet, donc je suis responsable marché mobilité au CETIM. Ça tombe bien, on se verra tout à l'heure pour parler de la réunion de demain. Alors, juste une question. On a beaucoup parlé de tension sur les matériaux, d'empreinte carbone globale. Quelle opportunité offre le système ou l'écosystème hydrogène vis-à-vis de l'économie circulaire et notamment, quelle pourrait être l'opportunité des réservoirs thermoplastiques ? Alors, si on compare par rapport aux batteries, c'est sûr que c'est quand même beaucoup mieux placé. Il n'y a pas de terres rares, il n'y a pas tout ça, effectivement. Alors, il y a quand même du platine dans les piles, mais on sait bien qu'on essaie de réduire ça le plus possible. Toyota, nous-mêmes, mais certainement PO. Toyota a déjà divisé par 2 la quantité de platine dans ses piles, si je suis bien renseigné. Donc voilà, donc ça se prête mieux à l'économie circulaire. Et comme vous le dites, effectivement, les réservoirs, aujourd'hui, ils sont en thermodurcissables. Mais effectivement, on a tous aussi des projets pour les passer en thermoplastique, sachant qu'il y a aussi une grande quantité de fibres de carbone qui sont intégrées. Dans un réservoir, il y a 30 à 40 kilos de fibres de carbone. Donc tout ça, et ça a de la valeur en plus. Donc on travaille tous, effectivement, pour rendre tout ça circulaire. La pile sera peut-être un petit peu plus difficile, quoique il faudra récupérer le platine. Mais après, c'est aussi une question de coût.